Donc, ces infections respiratoires basses présentent 26% de la pathologie infectieuse. Leur incidence va de 5 à 35 cas pour 1000 patients par an. Quand on dit infection respiratoire basse, c'est-à-dire bronchite aiguë, exacerbation de bronchopneumopathie chronique obstructive et les pneumopathies infectieuses, qui représentent 5 à 10% des infections respiratoires basses. Ces pneumopathies infectieuses sont coûteuses pour la société. Et donc, dans l'étude Pneumocos qui a été faite en France en 2016, et qui a le coût d'un séjour d'une pneumopathie à pneumocoque est aux alentours de 6 962 €. Cette hospitalisation, dont la durée moyenne est à peu près 13,8 jours. C'est une maladie qui est coûteuse aussi pour la vie, puisque les pneumopathies infectieuses constituent la première cause de mortalité par maladie infectieuse, malgré qu'il y a une baisse de la mortalité globale, mais la mortalité par pneumonie est restée stable depuis 2005, et je pense depuis la pandémie Covid, il y a une nette augmentation de cette mortalité qui est aux alentours de 2,4 millions de décès, quel que soit l'âge. En Tunisie, malheureusement, on n'a pas vraiment d'études multicentriques, mais on peut dire qu'à l'Ariana, 18% à 50% des hospitalisations en pneumologie sont des pneumopathies. Et dans l'étude épidémiologique rétrospective à Monastir, la prévalence brute des IRB est aux alentours de 77,5 pour 100 000 habitants. Le germe, souvent en première position dans les différentes séries, c'est le pneumocoque, suivi des infections à germe atypique et à BGN. Les pneumopathies virales viennent en troisième position. Chez nous, à Monastir, dans l'étude rétrospective, 52% des pneumopathies sont non documentées et le pneumocoque est retrouvé dans 38%. À Sfax, pour les enfants, on a pour les enfants cette étude prospective qui a inclus tout patient qui a été hospitalisé pour infection respiratoire basse. On a trouvé que 22% de ces patients étaient hospitalisés pour pneumopathie, et elles sont faites essentiellement de pneumopathie virale dont l'adénovirus et le rhinovirus ont été retrouvés dans 86%. Sinon, en pédiatrie, c'était à peu près 1% de pneumopathie à germe atypique. Donc, c'est inquiétant parce qu'elles sont très... on prescrit beaucoup d'antibiothérapie dans les infections respiratoires, que ce soit hautes ou basses. 2 tiers à des prescriptions sont pour ces infections respiratoires, et 25% des infections respiratoires basses ont prescrit des antibiotiques. Je vais parler d'un cas clinique qui est passé dans le service, donc pour voir comment on a pu aborder le diagnostic de son infection. Il s'agit d'un homme âgé de 77 ans qui a consulté les urgences le 19 novembre dernier pour douleur basithoracique gauche évoluant dans un contexte fébrile depuis 48 heures. C'est un patient qui a des comorbidités cardiovasculaires. Il n'est pas tabagique, il a été atteint par le Covid en juillet dernier. Sur le plan clinique, il était polypnéique, tachycarde, en hypotension avec une saturation à 95%, décrépitant à gauche et fébrile. Sur le plan biologique, on a trouvé des globules blancs AOMI avec une lymphopénie à 260 éléments par millimètre cube, une insuffisance rénale avec une clairance à 44 et une CRP à 129 mg par litre. Voici sa radiographie thoracique qui a été faite à l'admission, montrant, comme vous le voyez, une opacité alvéolaire occupant la moitié inférieure du champ pulmonaire gauche. Donc, les questions qu'on s'est posées devant ce tableau de pneumonie grave: quel examen complémentaire faut-il faire en plus? Y a-t-il de l'épanchement associé? On voit très bien qu'il y a quand même un émoussement du cul-de-sac en regard. S'agit-il d'une pneumopathie bactérienne? S'agit-il d'une pneumopathie virale telle que Covid, ou une co-infection? Donc, devant tout tableau clinique et devant toute suspicion clinique de pneumonie, on doit la confirmer. Le diagnostic positif doit être fait essentiellement par les données de l'imagerie conventionnelle, la radio, le scanner. Actuellement, on parle de plus en plus de l'échographie thoracique. Une fois le diagnostic positif est posé, il est judicieux de faire le diagnostic de gravité par la clinique et par des moyens d'outils biologiques, dont on va voir quelques nouveautés, et aussi le diagnostic étiologique s'impose afin de mieux améliorer la prise en charge thérapeutique par des moyens microbiologiques. Donc, je vais commencer par l'échographie thoracique qui, depuis une dizaine d'années, c'est un examen d'imagerie qui est presque à la mode puisque ça existe dans presque toutes les pathologies pulmonaires. Donc, en pneumopathie infectieuse, les premières publications ont commencé en 2008 avec les pneumopathies virales, surtout de la grippe H1N1. Elle est souvent prescrite en pédiatrie.
Elle permet de faire le diagnostic positif, rapide, surtout si le patient est non déplaçable et si on veut éviter la contagiosité dans la période Covid, en montrant une zone hypoécogène avec parfois des écogénicités variables avec la ventilation, la présence d'un bronchogramme aérique, la limite de cette pneumopathie, la ligne pleuro, de cette consolidation qui est souvent déchiquetée, qu'on appelle le shred sign en marche d'escalier. Elle permet aussi de faire le diagnostic différentiel avec une atélectasie quand l'image est fixe, quand il y a une perte de volume, quand il y a surtout l'abolition du glissement pleural et quand il y a un pincement des espaces intercostaux. En cas de cancer, elle montre une image fixe traversée par des vaisseaux. Dans l'embolie pulmonaire, c'est vrai qu'elle montre une consolidation avasculaire, mais on a besoin souvent de compléter par l'angioscale. Elle permet aussi de détecter une complication en montrant un épanchement pleural et de guider les prélèvements si on a besoin, et aussi en montrant aussi des images d'absédation comme le montre cette image que j'ai prise du groupe GECO. Elle permet aussi de faire le suivi de la pneumopathie infectieuse, de détecter la complication, de faire le suivi clinique sous traitement et même de détecter la guérison. Voici quelques images typiques de pneumopathie infectieuse mises en évidence par l'échographie. Donc voici l'image d'un poumon normal où on trouve la ligne pleuropulmonaire, les lignes A. En cas de pneumopathie infectieuse virale, on trouve des lignes B qui sont des lignes perpendiculaires, parfois très nombreuses en tempête de neige. Pour parler des éléments en faveur d'une pneumopathie virale, c'est quand on a plus que 5 lignes, au moins plus que 5 lignes B. On peut trouver des consolidations aussi. Dans la pneumopathie bactérienne, on trouve une consolidation qui est hyperéchogène. Parfois, on parle d'hépatisation du poumon. Et donc, la limite souvent de la pneumopathie, c'est quand on a ce shred sign, c'est très caractéristique. Est-ce que l'écho permet de faire le diagnostic différentiel entre les virus? Non, parce que tous les virus donnent des lignes B, mais entre les pneumopathies bactériennes et virales, oui. Dans la pneumopathie bactérienne, on trouve surtout une consolidation de gros volumes, alors qu'à côté des lignes B, dans la pneumopathie virale, on peut trouver des consolidations de petite taille. Les limites de l'échographie thoracique, c'est quand on a un patient avec de l'OAP, avec une pneumopathie infiltrante diffuse, puisque ça donne des lignes B. Donc, est-ce qu'il y a une corrélation avec l'imagerie, surtout depuis l'avènement du Covid? On n'a pas trop envie de déplacer les patients qui sont en isolement pour éviter aussi la contagiosité, et aussi en pédiatrie, puisqu'on sait qu'un scanner normal est à peu près 120 équivaut à 120 radiographies thoraciques, alors que le scanner même low dose équivaut à 3 radiothorax. Avec l'échographie qui n'est pas qui est no dose, on a une bonne sensibilité, une bonne spécificité qui arrive jusqu'à 90%. Beaucoup de publications depuis le Covid, à peu près 9000 publications, si on voit sur PubMed qui s'intéresse à la corrélation échographie thoracique Covid, on voit une nette corrélation à l'imagerie. Donc voici les études qui sont publiées récemment. Ils parlent d'une bonne corrélation entre le score scanographique et les scores échographiques, et même dans la topographie des lésions mises en évidence sur le scanner, on peut les voir, c'est les 12 régions en échographie. Donc, c'est un examen qui est à la mode, qui a beaucoup d'avenir. Pour notre patient, malheureusement, on ne dispose pas d'échographie thoracique ni aux urgences ni dans notre service. Donc, il a eu un scanner qui montre bien la pneumopathie bilatérale avec la présence de l'épanchement pleural. Donc, une fois on a fait le diagnostic positif, quel marqueur pourrait nous aider? Parce que, est-ce qu'on est face à une pneumopathie bactérienne ou virale? Souvent, la présentation d'une pneumopathie virale et bactérienne est presque la même. Le clinicien a besoin d'un biomarqueur fiable qui pourra l'aider pour mettre en route de façon rapide un traitement antibiotique. On est maintenant dans la médecine de précision. Quel biomarqueur? Est-ce que vraiment il existe ce biomarqueur? Donc, ce biomarqueur qui pourra aider le clinicien, parce qu'à la phase aiguë de la pneumopathie infectieuse, on a une flambée de cytokines pro-inflammatoires. Et donc, on doit avoir un biomarqueur qui va aider le clinicien à poser rapidement le diagnostic, à détecter rapidement les patients à haut risque de complications et de mortalité, et aussi à détecter de façon précoce un échec de traitement antibiotique. Est-ce qu'il existe vraiment et quels sont ces biomarqueurs dont ils disposent? Il y a des marqueurs qui sont sensibles, mais malheureusement qui ne sont pas spécifiques.
ni fiables, tels que le taux de globules blancs, la vitesse de sédimentation. D'autres sont fiables, mais peu spécifiques. Il y a la CRP, la procalcitonine, et aussi le STROM1, et aussi d'autres dans le domaine de la recherche, essentiellement les interleukines, le MMIF, la copeptine et la proadrénaloméduline. Je vais commencer par la CRP qui n'est pas récente, qui est âgée, elle date de 1930. C'est la protéine de la première phase inflammatoire. Elle est appelée ainsi parce qu'elle est capable de précipiter le polysaccharide capsulaire du pneumocoque. Elle est synthétisée essentiellement par le foie et à moindre degré par le tissu adipeux. Sa sécrétion est stimulée essentiellement par les interleukines 6, 1 bêta, TNF-alpha. Elle s'élève pendant la phase aiguë et les valeurs s'élèvent pendant les 6 premières heures pour atteindre un maximum en 48 heures. Sa demi-vie est de 19 heures. Toutefois, toute une augmentation de la CRP n'est pas synonyme que d'infection. Elle s'élève au cours, c'est vrai, des états septicémiques, des états infectieux, mais on peut voir son augmentation dans tout état inflammatoire, tel que dans les cancers. Comme elle est sécrétée par les adipocytes, on peut trouver une CRP élevée chez un patient obèse. Et aussi, elle est aussi un marqueur de haut risque cardiovasculaire en cas d'athérosclérose et même utilisée surtout dans sa forme ultrasensible dans les cardiopathies. Et elle est aussi responsable de l'apparition du diabète de type 2. Donc, concernant les CRP, plusieurs publications existent. Quel taux pourrait... Donc, il y a plusieurs publications qui sont intéressées à la CRP dans les pneumopathies infectieuses. Donc, on peut dire qu'une CRP inférieure à 11 mg par litre permet d'exclure un diagnostic de pneumonie. Pour un sujet au-delà de 65 ans qui présente une CRP au-delà de 100 mg par litre, le risque de mortalité à J30 est élevé et la non-diminution de plus que 50% au cours du traitement, du suivi ou davantage à J4 d'hospitalisation est associé à un risque de mortalité et de complications. Les Anglais, cet été, ont mis en place, après une large revue de la littérature, un algorithme décisionnel qui, pendant la période infectieuse, pourrait aider le clinicien de première ligne à prescrire ou pas des antibiotiques. Pour tout patient présentant un tableau infectieux, on doit pas faire le test Covid et le test de la grippe. S'ils sont positifs, on va traiter le patient symptomatiquement. Et pour les patients BPCO, on va voir par la suite The Point of Care Testing for C-Reactive Protein qui permet d'avoir une CRP capillaire rapide, un résultat en moins de 5 minutes. Si le sujet présente une CRP inférieure à 20 mg par litre, le BPCO, donc il n'y a pas d'indication à prescrire des antibiotiques. Il faut rassurer et traiter symptomatiquement. Si la CRP entre 20 et 40 mg par litre, la prescription d'antibiotiques n'est indiquée que s'il y a une purulence des crachats et supérieure à 40, elle est fortement recommandée de prescrire des antibiotiques. Pour les patients n'ayant pas de PPCO, c'est presque le même algorithme, mais c'est le chiffre de CRP qui change. C'est-à-dire, la prescription n'est pas indiquée pour inférieur à 20, elle est recommandée et s'il y a une aggravation des symptômes, si la CRP entre 20 et 100 mg par litre, elle est fortement prérecommandée pour une CRP supérieure à 100. Je vais parler maintenant d'un deuxième biomarqueur qui n'est pas aussi vraiment nouveau, mais qu'on continue à l'utiliser, c'est la procalcitonine. C'est une protéine précurseur de la calcitonine. La demi-vie est un peu plus longue. Elle est non détectable chez un sujet sain. Elle est excrétée directement, sa sécrétion est directement induite par des toxines bactériennes de type lipopolysaccharide. Son augmentation est induite par les interleukines libérées au cours de l'infection bactérienne et sa sécrétion est inhibée par l'interleukine gamma, par l'interféron gamma, qui est une cytokine libérée lors de l'infection virale. Cependant, il faudra faire l'interprétation avec précaution. On a des faux positifs, surtout face à un cancer neuro-endocrin, chez les grands brûlés, les polytraumatisés en cas de DRESS syndrome, en cas de syndrome d'activation des mastocytes, et les faux négatifs, c'est les infections fongiques, la maladie de l'AM, les infections localisées, si le prélèvement était précoce. Donc, c'est pour ça qu'il faut refaire le prélèvement si on a un doute. Donc, actuellement, le Food Drug Administration aux États-Unis, depuis 2017, a indiqué la procalcitonine dans la prise en charge, la prescription et l'arrêt des antibiotiques en cas de pneumopathie. Et depuis, les Européens sont en train de l'inclure dans leurs recommandations.
Donc, dans cette étude où on a suivi pendant tous les 48 heures le dosage de la procalcitonine chez des patients hospitalisés pour insuffisance respiratoire aiguë par pneumopathie, on voit très bien, et pour ces patients, on a arrêté le traitement antibiotique quand la procalcitonine devient normale. On voit très bien ici que la durée moyenne de l'antibiothérapie était de 1,6 jours. Donc, avec le suivi de la procalcitonine, on a permis de réduire la durée de l'antibiothérapie de 65%. Donc, récemment, dans cette revue, dans cette mise au point publiée aux revues de maladies respiratoires, on voit très bien, on peut prescrire des antibiotiques selon le taux de procalcitonine. Si on a un taux inférieur à 0,5 microgrammes, pas de place, il faudra refaire le dosage 6 à 24 heures après. Si on a un taux au-delà, un taux de procalcitonine aussi entre 0,1 et 0,25, l'antibiothérapie n'est pas recommandée. Pour un taux entre 0,25 et 0,5, l'antibiothérapie est prescrite, et au-delà de 0,5, bien sûr, et si le patient présente des signes de gravité ou de suspicion de légionellose, il est fortement recommandé de prescrire les antibiotiques. Un autre marqueur, mais qui a surtout un intérêt en milieu de réanimation, et chez les patients ayant une pneumopathie sous ventilation mécanique, c'est le soluble triggering receptor expressed on myeloid cells 1. Elle fait partie des immunoglobulines et son expression est augmentée surtout si on a une infection à Pseudomonas aeruginosa ou à staphylocoque. Il y a une production de cytokines pro-inflammatoires. Les premières publications concernant ce marqueur dans les pneumonies a été publiées en 2004, et donc chez des patients qui ont présenté un syndrome infectieux avec ou sans foyer de pneumonie, en milieu de réanimation ou pas, on a dosé ces marqueurs de l'inflammation et on voit très bien que le STREM1 est très élevé chez les patients ayant une pneumopathie sous ventilation mécanique. Sa détection dans le LBA est utile pour établir ou exclure surtout une infection bactérienne ou fongique, mais il n'est pas vraiment de pratique courante. C'est un marqueur qui reste faible dans les infections virales, sa cinétique aussi dans les pneumonies sous ventilation est prédictif de mortalité, surtout si le taux augmente de plus que 100 picogrammes en 2 jours. Et donc, d'autres études ne trouvent aucun intérêt pronostic chez les patients de ce marqueur chez les patients avec une septicémie. Donc, c'est un marqueur qui n'est pas toujours disponible en routine, et donc son intérêt pour la pratique est pratiquement nul. Je vais vous parler aussi de quelques nouveaux biomarqueurs. Donc, il y a l'interleukine 6, la copeptine et la MR pro-adrénoméduline qui est sécrétée chez les patients avec un syndrome infectieux. Les taux sont élevés chez les patients avec des signes de gravité. Et quand on a injecté de l'endotoxine chez des patients sains, on trouve bien évidemment une augmentation rapide, surtout de l'interleukine 6 et des autres, mais aussi de la procalcitonine suivie de la CRP. Les Chinois, bien sûr, s'intéressent beaucoup aux états infectieux depuis le Covid, et donc cet échec chinois, de scientifiques chinois, ils ont mis en place un système qui permet de détecter de façon simultanée la CRP, la procalcitonine, l'interleukine 6. On a un résultat rapide en 45 minutes, facilité d'utilisation, et permet aussi de suivre la cinétique sous traitement. Donc on voit très bien que l'augmentation de la procalcitonine est très importante en cas d'infection bactérienne. Ils ont aussi additionné ces biomarqueurs ensemble pour améliorer la précision diagnostique, surtout en cas d'infection bactérienne. Et donc, pour améliorer en médecine de précision les calculs, ils ont ajouté même le taux vous voyez ici le taux de globules blancs et le taux de polynucléaires neutrophiles. Ceci pour avoir une meilleure précision, surtout pour faire la part entre une infection bactérienne et une infection virale. On voit très bien par le M-score+, qui inclut le taux de globules blancs et le taux de polynucléaires neutrophiles, on voit très bien que ces marqueurs de l'inflammation sont très importants en cas d'infection bactérienne. D'autres aussi associations de biomarqueurs sont utilisées pour faire la part entre une infection fongique et bactérienne avec une bonne sensibilité et spécificité.
Une fois le clinicien est orienté par les données des marqueurs biologiques, il est très important de mettre en évidence l'agent responsable de cette infection, pulmonaire. Et donc, on a les outils usuels que je pense présents dans nos services, mais il y a aussi, comme l'a dit Dr Cherif, la PCR multiplex respiratoire et d'autres outils de biologie moléculaire on a disponible, je pense, que le GenExpert dans notre plateforme. Au cours de ces dernières années, il y a eu beaucoup de nouveautés dans la mise en évidence des agents pathogènes. Et comme on veut plus de précision, en matière de biologie moléculaire, on peut mettre en évidence plusieurs agents pathogènes et même, comme l'a dit, la résistance aux différents antibiotiques. Donc, la PCR multiplex a connu aussi beaucoup de progrès depuis 2004. Et donc, depuis 2013, on parle de PCR multiplex, 2013, et même de PCR multiplex syndromique ultra rapide qui détecte, en plus des différents agents pathogènes, les résistances. Au départ, il fallait beaucoup de temps parce qu'on devait faire l'amplification, la préparation de l'échantillon, la détection. Et donc, il y avait beaucoup de travail, un grand débit. Il faut aussi un travail en série. Depuis l'avènement du film Arrêt et Torche, donc tout se fait en même temps. On a un résultat rapide, même pour un seul patient. Donc là, je vous ai mis les différents appareils qui mettent en évidence. On peut même mettre en évidence en un seul temps 333 bactéries et champignons. On peut trouver même 19 résistances à des antibiotiques. On peut avoir un résultat en moins de 30 minutes et maximum en 6 heures. Donc, il y a beaucoup de nouveautés. Je vais parler de quelques nouveautés dans la détection des pathogènes. Donc, en Asie-Pacifique, ils ont trouvé que les pneumopathies infectieuses sévères sont dues essentiellement à 4 types de bactéries qui sont résistantes et surtout qui sont très coûteuses. Donc, il y a la mise en place par ces Coréens du Herbivore MRT-PCR qui a une bonne sensibilité, une bonne spécificité et qui permet au moins de bien prescrire l'antibiotique qu'il faut pour une durée rapide. Il y a aussi le BioFire Respiratory Panel dont on dispose en Tunisie. Ça met en évidence 23 pathogènes en un seul temps, en 45 minutes, avec une excellente spécificité et une bonne sensibilité. Et donc, ça met en évidence le coronavirus. Et pour les multisyndromiques dont a parlé Dr Cherif, les deux qui sont approuvés par le FDA, c'est le BioFire et l'autre panel allemand qui a mis en évidence, parce que pendant le Covid, on a même des co-infections, et donc ce panel permet de mettre la co-infection avec le Covid. Je pense qu'on a trop parlé du Pneumonia Panel Plus BioFire qui met en plus des différents pathogènes, les gènes de résistance en 75 minutes avec une bonne sensibilité et une bonne spécificité. Pourquoi ces points négatifs, en plus de la rapidité et de la précision, c'est qu'il ne met pas des BGN fermentatifs, ne met pas des entérobactéries, ne met pas l'aspergillus et le pneumocystis. La détection de l'ADN n'implique pas toujours qu'il est présent parce qu'on peut être sous antibiotiques. Et aussi la détection de gènes, comme l'a dit, n'est pas synonyme toujours d'une bonne sensibilité. Bien sûr, pour l'expectoration, je pense que ça a été discuté. Quel est aussi l'intérêt? C'est surtout les associations. Et quel est l'impact clinique? Pour le panel, c'est essentiellement en médecine de précision, c'est surtout le temps. La méthode classique dépasse même un jour pour avoir un résultat. Le temps médian avec le BioFire, c'est 1 heure. Et aussi les co-infections qui sont très importantes et mises en évidence par le nouveau panel. Il y a aussi la diminution de la durée moyenne de séjour qui à peu près coûte $750 et aussi le changement des prescriptions, surtout si on a un germe, surtout si on a un virus avec un temps court, on peut prescrire même du Tamiflu qui serait efficace. Voilà pour notre patient, je termine. Notre patient, malheureusement, ne dispose pas de PCR multiplex, ce qui a fait que l'évolution a été marquée par l'aggravation clinique et le décès du patient.
Juste pour conclure, actuellement, les nouvelles méthodes de diagnostic facilitent la prise en charge, le diagnostic, parce qu'on a besoin d'une médecine de précision pour diminuer aussi l'antibiorésistance.